Conseillers, conseillères, mesdames et messieurs, maire, mairesse, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Veuillez accueillir le président, Mme Cathy Wong. Bienvenue, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle séance du Conseil. Alors, avant de débuter, nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix. Alors, nous remercions la nation Kanien'kehá:ka, les Mohawks, de leur hospitalité en ce territoire non cédé. Je vous invite à un moment de recueillement. Je vous invite à prendre place. Alors, il me fait plaisir d'ouvrir cette nouvelle séance ordinaire du Conseil municipal. Bonne rentrée à tous et à toutes. Alors, quelques petits suivis concernant des travaux qui ont été menés cet été par la Commission de la Présidence pour commencer. Premièrement, merci beaucoup à la Commission de la Présidence d'avoir travaillé avec nous cet été sur les questions de décorum. Les membres se sont penchés notamment sur la question des applaudissements, qui est une réflexion qui avait été entamée l'année dernière, vous vous souvenez, lors du Conseil de ville. Et donc, suite à quelques réflexions de la Commission de la Présidence, je voulais simplement vous informer qu'à partir d'aujourd'hui, bien, seulement les applaudissements polis seront tolérés. Voilà. Même que certes, en voilà un bel exemple d'applaudissements polis. Et vous savez, la salle est très éco ici, contrairement à la salle du conseil municipal. Alors, je vous demanderai d'éviter les conversations également lors des débats. Si vous avez besoin de discuter, vous savez qu'il y a les antichambres de chaque côté pour pouvoir échanger avec les autres élus. Et finalement, nous avons statué également que le tapage sur les bureaux sera désormais interdit. Et donc, on vous inviterait, oui, je sais qu'il y a quelques déceptions dans la salle, mais le leader nous proposait quelques alternatives. Les leaders nous proposaient des alternatives au tapage au bureau. Et donc, il y a toutes sortes de façons d'exprimer des émotions sans avoir à taper sur notre mobilier qui est patrimonial. Alors, je vous demanderai de respecter cette nouvelle consigne également. Et donc, dans tous les cas, je compte sur vous pour tenir des débats sereins dans le respect pour que tout le monde puisse s'exprimer dans la confiance. Aussi, vous avez reçu une mise à jour du code de conduite des élus par courriel cet été parce que nous avons, comme vous le savez, au mois de mai dernier, adopté un nouvel article, l'article 30.1, suite aux travaux de la Commission de la Présidence sur la question de la discrimination. Et donc, je vous invite à le consulter, à consulter le nouveau code d'éthique des élus. Et si vous avez des questions, bien sûr, c'est Maître Marc Lalonde qui est disponible pour répondre à vos questions. Et comme la tradition le veut, bien les célébrations internationales du mois d'août, le 9 août, donc la Journée internationale des populations autochtones, le 12 août, la Journée internationale de la jeunesse. Et aussi quelques anniversaires des élus au mois d'août, en commençant avec le 15 août, Madame Manon Barbe, le 20 août, Karine Boivin-Roy, le 22 août, Lise Zarac et le 25 août, Alan de Souza. Alors, félicitations à vous tous et à vous, félicitations, joyeux anniversaire à vous tous et à vous toutes. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente séance. Et sur ça, on va débuter la période des questions des membres du Conseil. Monsieur le chef de l'opposition, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Je pense qu'on a également des félicitations à votre égard concernant votre mariage cet été. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Donc, Madame la Présidente, on est de retour maintenant à la fin de l'été. C'est passé pour certains vite, je dirais pour certains d'autres peut-être à plus grande vitesse, mais il est important de retourner au travail. Et nous savons tous que l'appareil municipal, c'est un élément très important dans la vie du quotidien des citoyens. Oui, certes, une administration doit poser des gestes et prendre des décisions qui ont de l'ampleur,
mais il y a également le service de base qui est très important. Avec l'article sur l'état de la situation avec le 3.1 qui est sorti ce matin, c'est des plus préoccupants. Nous avons appris à l'effet qu'en réalité, c'est une situation qui est catastrophique, qui est lamentable, qui est inacceptable. On sait que maintenant, à travers le deuxième trimestre de 2019, il y a un taux d'abandon de 36%. Plus d'un tiers de tous les appelants abandonnent la situation. Nous savons également que nous ne respectons pas le taux, la norme de service qui est de pouvoir répondre à 80% des appels à l'intérieur de 100 secondes, donc 1 minute 40. Pour nous, ce sont des situations inacceptables et nous avons vu la réaction de la part... Et votre question? Il n'y a pas le temps en parenthèse, Madame, qui est Ah, affiché. moi je le vois devant moi. Est-ce que c'est possible d'ajouter le temps ici, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Vous êtes à 1 minute 38. Okay, d'accord. Alors, votre question, je termine. rapidement. L'administration a, à travers ses représentants, banalisé l'ampleur. Que pense Madame la mairesse sur ces situations et quelles sont ses intentions afin de corriger le tir? Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Juste avant, Madame la mairesse, pensez-vous qu'il serait possible d'ajouter les chronomètres sur les écrans pour les élus? Parfait. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. C'est bon? Allez-y, Madame la mairesse. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tout d'abord, je tiens à saluer tous mes collègues du Conseil municipal. C'est un retour de vacances qui, je l'espère, a été bénéfique pour tout le monde, mais avoir nos teints respectifs, je pense que oui, nous avons eu un bel été. Alors, sur ce, pour répondre à la question du chef de l'opposition, en fait, il y a une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent le 3.1. Quand on regarde par rapport à il y a seulement 5 ans, on voit que les chiffres sont vraiment différents. Il y a beaucoup plus de gens qui connaissent le 3.1 et qui l'utilisent. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, là où on doit absolument améliorer les choses, c'est au niveau du service, parce que le 3.1, c'est l'interface, c'est la porte d'entrée du citoyen vers les services de la ville. Alors là-dessus, pour moi, il n'y a pas de question à se poser. On doit améliorer les choses. On a déjà décidé, bien avant cet article-là, qu'on allait bonifier le 3.1 de plus de ressources humaines, parce que d'un niveau technique, disons que le partage entre les services centraux et certains arrondissements ont le 3.1 local. Il semble y avoir des difficultés au niveau du partage, mais dans tous les cas, pour nous, c'est évident que le 3.1 doit répondre de façon adéquate aux citoyens et citoyennes de Montréal. Merci. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Merci pour la réponse. Mais dans la réponse, bien que Madame la mairesse reconnaît la situation, avec respect, je ne pense pas qu'elle comprend l'ampleur, ou bien plutôt qu'elle ne démontre pas l'importance et l'ampleur à laquelle cette situation frustre les Montréalais et les Montréalaises. On sait à quel point que, oui, on veut toujours améliorer la situation, mais on voit une dégringolade importante depuis 2 ans. On ne peut pas tout simplement penser que c'est dans une situation d'amélioration continue. Il y a urgence d'agir, Madame la Présidente. Et l'administration, avec ses réponses qui, je répète, semblent banaliser la situation, va seulement miner encore plus la confiance de la population auprès de l'appareil municipal. À la fin de la journée, ce qu'on veut savoir de façon très concrète, que va faire cette administration afin de pouvoir corriger le tir une fois pour toutes? Madame la mairesse, est-ce que vous pouvez faire votre job là-dessus, s'il vous plaît? Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Madame Mathuillet. Et merci, Madame la Présidente. Alors, je peux vous dire, Monsieur le chef de l'opposition, que nous y travaillons très, très fort. Non seulement les gens appellent plus parce qu'ils ont découvert que le 3.1 est un service intéressant et vraiment soutenant pour les Montréalais, mais c'est sûr qu'on a eu, justement au deuxième trimestre, aussi toute la crue des eaux qui a fait en sorte qu'on a eu 11% de plus de gens qui ont appelé au 3.1, donc ça a un effet. Alors, le plan concret, il est lent, d'embaucher 15 ressources supplémentaires d'ici la mi-octobre. Et si vous savez comment ça fonctionne le 3.1 dans vos arrondissements et au central, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. Ça a l'air très simple, mais c'est très compliqué. Donc, il faut que ce soit des personnes qui aient un service à la clientèle extraordinaire. C'est ce qu'on souhaite pour notre ville. Ce sont des gens aussi qui doivent faire des recherches très rapides dans une douzaine, sinon plus, de systèmes de recherche. Alors, l'important, c'est d'avoir des gens
qui sont embauchés et qui sont formés aussi pour qu'on puisse répondre le plus adéquatement possible et le plus rapidement possible aux résidents. Merci, Madame la Merci, Présidente. Madame Souillet. La parole à la leader de l'opposition. On entend, d'accord. Oui. Je m'habitue à la nouvelle, la nouvelle mécanique de notre micro. Alors, bonjour à tous, bon retour de vacances. Madame la Présidente, comme chacun le sait, une promesse électorale phare de l'administration a été la création de 12 000 logements sociaux et abordables. On a appris il y a quelques mois que les rénovations étaient comptabilisées parmi les 12 000 logements promis. Alors, la promesse nous apparaît beaucoup moins claire. On apprend par ailleurs que 45 % de l'objectif serait atteint selon la mairesse. Toutefois, la vérificatrice générale s'est intéressée aux documents qui comptabilisent la progression de la stratégie. Elle a été ouvertement critique à cet égard et nous la citons. Il en découle que le fichier de suivi des ententes ne permet pas d'avoir un juste portrait du classement des projets d'inclusion, ce qui faussera éventuellement l'analyse de données et les rapports de gestion qui en découlent. Alors, Madame la Présidente, comment la mairesse peut-elle prétendre que 45 % de l'objectif de la stratégie est réalisé si les outils de suivi sont si défaillants, selon la vérificatrice elle-même? Merci, Madame la leader. La parole à M. Baudry. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Il est important de rappeler que ce que la vérificatrice faisait référence, c'était les ententes pour les projets dérogatoires de construction, donc les ententes qu'on fait en arrondissement avec les promoteurs immobiliers. Ça n'avait aucun lien avec la stratégie de 12 000 logements, qui est quelque chose de complètement différent. Certes, on souhaite avoir un suivi beaucoup plus rigoureux au niveau des ententes qu'on fait en arrondissement et des suivis de ces ententes-là pour les fonds qui sont récupérés par les arrondissements. C'est pourquoi, d'ailleurs, on est en train actuellement, là, avec notre nouveau règlement pour une métropole mixte, aussi d'avoir un meilleur suivi efficace de ces ententes-là avec le service d'habitation. Mais ça n'a aucun lien avec la stratégie de construction de 12 000 logements qui n'a pas été traitée par les vérificatrices. Merci, M. Baudry. Madame la leader. Monsieur Baudry, Monsieur Baudry, nous vous entendons, mais écoutez, on n'a certainement pas assisté à la même présentation de la vérificatrice générale, puisqu'elle disait précisément le contraire et y voyait un lien direct. Maintenant, nous avons demandé le bilan de l'administration sur l'avancement de la fameuse stratégie. Nous l'avons reçu et avons constaté le détail du 45 % de Mme la mairesse, mais tout comme la vérificatrice, il nous est impossible de séparer ce qui fait partie ou ce qui peut être comptabilisé dans la stratégie et ce qui n'en fait pas partie. Nous avons également fait la demande pour obtenir le fichier de suivi officiel détenu par la Direction de l'habitation. Cette demande nous a toutefois été refusée. Alors, Madame la Présidente, nous aimerions que l'administration puisse donner l'heure juste aux Montréalais combien de logements sociaux et abordables respectant les paramètres de la stratégie ont été construits et est-ce que l'administration compte corriger les outils de gestion jugés défaillants? Merci, Madame la leader. Monsieur Baudry. Écoutez, nous, on est dans l'action. Donc, au niveau des chiffres, des détails, tout ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer du logement social pour les Montréalais et Montréalaises qui ont de la difficulté à avoir accès au logement. Vous allez le voir même aujourd'hui dans les sommaires qui vont être passés dans ces instances, des projets très audacieux, très intéressants. On va de l'avant, on agit, on achète des terrains, on développe des projets innovants. Donc, nous, c'est là-dessus qu'on regarde. On regarde les réalisations qu'on a faites et nous en sommes très fiers. Merci. Merci beaucoup, M. Baudry. Alors, je vais ouvrir la période de questions à l'ensemble des membres du Conseil dans 3, 2, 1. La parole à M. Rotran. Merci. Mes questions touchent le STM. Je pense que M. Sauvé n'est pas ici. Je pose mes questions à M. Caldwell. Oh, excuse, Craig, I didn't see. I'm sorry. M. Sauvé, dernièrement, le Conseil avait un débat sur la fraude dans le métro. Et vous avez invité le Conseil de rejeter ma motion qui a demandé une vérification des taux de fraude. Ça, après que Toronto a découvert que sa situation est 3 fois pire que le TTC a dit. Je fais référence à un article qui est apparu dans le journal Metro le 7 août dernier et qui semble contredire ce que vous avez indiqué. L'article indique qu'en 2018, le nombre de contraventions pour ne pas avoir un titre valide a haussé 24 %, plusieurs milliers de contraventions additionnelles en comparaison
avec 2017. Et l'article laisse croire encore en 2019, c'est pire encore. Ce semble de valider l'article apparu, l'enquête du Journal de Montréal. J'aimerais que vous expliquiez la contradiction entre ce que vous avez dit et ce que les journaux ont trouvé. Est-ce qu'il y a un problème de fraude dans le réseau de STM? C'est quoi le vrai pourcentage des gens qui ne payent pas? Merci, M. Rotran. La parole à M. Sauvé. Vous semblez vouloir donner une orientation à l'STM pour faire une priorité de la fraude dans le métro. Tout simplement, ce n'est pas une priorité pour l'STM. Oui, effectivement, il y en a plus d'inspections qui est liées à des constats d'infraction pour les personnes qui n'avaient pas de titre valide dans le métro. Donc, le job se fait actuellement. Puis pour nous, ce n'est pas une priorité. Merci. Merci, M. Sauvé. M. Rotran. Mr. Sauvé, I want to believe you. We're all here to make the STM a better place, but the figures don't lie. There's been a large increase in the number of violations given out. There's obviously a fraud problem. I'd like to refer to an article the Montreal Gazette ran recently as well, which also seems to contradict what you told the Council. There's been a debate here about whether our hybrid buses are meeting the norms which the board had set out for them, a saving in fuel of up to 30%. According to the Gazette, the STM's figures, which the STM validated, are 11 to 15% saving, yet the STL and the RTL are saving between 25 and 30% fuel. Can you explain what the problems are with the Montreal hybrids and why we are burning millions of dollars of additional fuel every year in comparison to other agencies with the same buses? Merci, M. Rotran. M. Sauvé. President, I think it's important not to try to compare apples and oranges. Of course, if the STL might have different road, different conditions, different amounts of traffic, how long are the routes, where are they going? Are they going fast? You know, the 211 doesn't operate like the 15. They're two different bus lines. They have two different realities, more braking, more stops. So it's hard to evaluate. But indeed, the STM, the hybrid buses do reduce between 8 and 30%. And in optimal conditions, it's 30%. I'd also like to remind Council that there are no subsidies available for buses that aren't hybrids. So we've been voting hybrids, and there are an excellent transition towards electric buses, where the STM wants to go on a permanent basis. So if we were to buy diesel, there would be no subsidies available for the City of Montreal. That's not a good deal for the STM. It's not a good deal for Montreal. We've been buying hybrid buses since about 2012, I think, in Montreal. And I actually have a list of the history of all the hybrid purchases here, of which you approved 8 out of 9, at least by seconding or approving since 2012. I'll submit this as a document. I mean, this is something that we've been doing. We're transiting towards electric buses. That's going to be the future for the most sustainable busing. Thank you very much. Merci, M. Sauvé. La parole à M. Perry. Alors, merci, Madame la Présidente. Pendant la période estivale, nous avons été choqués d'apprendre qu'un élu de cette Chambre avait un comportement dangereux sur les routes et qu'il est récidiviste à 9 reprises. Ma première pensée a été évidemment pour l'élu qui a mis sa vie en danger en roulant 171 km à l'heure, mais aussi, malheureusement, celle des autres automobilistes à proximité. Nous savons qu'il s'agit de la personne qui, après la mairesse, agit comme porte-parole de cette administration qui fait la promotion de la sécurité routière, d'une politique de vision zéro et qui, dans le dernier budget, a augmenté les montants des amendes. Or, Madame la Présidente, la question est la suivante. Être ou paraître? Est-ce que la mairesse peut nous dire si elle condamne le comportement totalement inacceptable de son président du comité exécutif? Et comment peut-il continuer à parler aux Montréalais en matière de sécurité routière? Merci beaucoup, M. Perry. La parole à la mairesse. J'ai oublié de peser dessus. 1, 2. Oui. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Écoutez, je me suis déjà prononcée sur la question, en fait, et ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, c'est un comportement qui est tout à fait inacceptable de la part de n'importe qui, dont d'un élu. Et c'est pour ça que lorsque M. Doré a été intercepté sur l'autoroute, à rouler à une vitesse absolument excessive,
Il n'a pas dit aux policiers, c'est moi ton boss, travaille pour moi, là. Ce qu'il a dit, c'est bon, je vais le prendre l'étiquette parce que c'est inacceptable. Et je vais faire face aux conséquences. Je vais faire face à la musique. Pour moi, ça, c'est être responsable face à un geste qui est hautement répréhensible. Par la suite, l'autre bout de votre question, c'est que ma confiance à M. Doré, elle est entière. M. Doré a prouvé qu'il avait la capacité, l'intelligence, l'intégrité et l'expérience pour mener à bien un budget, un travail d'équipe, mais c'est lui tout de même qui mène cet exercice-là qui est fort complexe. Et on a vu ce qu'on était capable de faire lors du dernier budget, un budget à notre image. Alors, le geste est répréhensible et ça montre justement à quel point il faut, dans nos rues locales, en ville, avoir des mesures parce que, oui, il y a du monde qui continue à rouler vite et c'est inacceptable. Et je pense que M. Doré a appris sa leçon. Merci. Merci, Madame la mairesse. Monsieur Perry. Oui, M. Doré a la capacité de mener un budget, mais chaque fois que le projet Montréal fera la leçon aux Montréalais et aux Montréalaises sur la sécurité, ils n'auront plus de crédibilité. Ce sera du paraître. Chaque fois que le projet Montréal justifiera la leçon dont sont gérées les intersections dangereuses, ce sera du paraître. Comment cette administration peut-elle accepter un tel boulet pour sa crédibilité alors qu'elle se targue d'être une championne en sécurité routière? Merci, M. Perry, pour votre question. M. Doré. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En fait, on ne fait pas la morale aux gens ici. On les accompagne dans le changement. Comme le disait mon collègue Baudry, on est dans l'action. On n'est pas dans le paraître. Et les actions que le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest fait depuis bientôt 10 ans pour des mesures d'apaisement de la circulation en ville parlent d'elles-mêmes. Quand je suis arrivé en poste, on investissait 50 000 $ en mesures d'apaisement de la circulation par année. Ça, c'est pas beaucoup de saillies de trottoir, hein, c'est 1,5. On est maintenant rendu à une vitesse de près de 3/4 million par année de mesures concrètes d'apaisement de la circulation. Parce qu'il faut lever le pied en ville. Et les actions parlent d'elles-mêmes, Madame la Présidente. Dans l'arrondissement du Sud-Ouest, on va continuer. Dans chacun de nos arrondissements, on va continuer. Et nous sommes résolument pour faire en sorte que Vision Zéro, ce soit davantage qu'un slogan. On a mis de l'argent au PTI. En conclusion. Et c'est toute notre administration, Madame la Présidente, qui est tournée pour faire en sorte que Vision Zéro soit plus que des mots, mais bien une réalité concrète pour l'ensemble des Montréalais et Montréalaises. Merci, M. Doré. La parole à M. Langevin. Madame la Présidente, la surjudiciarisation des itinérants à Montréal est un problème qui ne date pas d'hier. En effet, il y a quelque temps déjà que nous entendons parler de personnes sans domicile fixe qui reçoivent des amendes salées à répétition de la part des autorités. La STM ne semble pas prendre la situation assez au sérieux. Notons par exemple une hausse de 27 % des amendes pour avoir passé les tourniquets sans payer, dont une partie des gens sans domicile fixe font partie, soit un total de 5 859 en 2018. Selon une organisatrice du RAPSIM, il s'agit d'amendes qui exploitent les comportements basés sur le mode de vie des sans-abri. La personne couchée sur le banc questionnée reçoit par la suite une amende pour non-paiement de titre, un acharnement qui est une forme de profilage social, tout simplement. Qu'est-ce que l'administration fait de concret pour régler cette situation? Merci. Merci beaucoup, M. Langevin. La parole à M. Sauvé. Merci, Mme la Présidente. Merci pour la question, M. Langevin. Effectivement, non, on veut avoir le meilleur service possible par nos inspecteurs. On ne veut pas du profilage social, racial, politique. On ne veut pas de ça à Montréal. On ne veut pas ça dans notre système de métro ou dans notre réseau d'autobus. Ça, c'est clair. Donc, effectivement, on a vu le même article, c'est le même article que vient de citer M. Rotran, qu'effectivement, il y a une augmentation de gens qui se font donner d'étiquettes. Et probablement, là-dedans, il y a plus de personnes itinérantes ou en situation d'itinérance ou sous logement qui reçoivent de ces étiquettes aussi.
Donc, le plan, je pense, qui est vraiment bon de l'STM, c'est de créer un comité permanent de vigie sur la question d'inspection dans le métro. Déjà, l'STM investit, travaille et partenaire avec STS pour avoir des pôles de services en itinérance dans le métro. On met de plus en plus d'efforts pour faire de quoi? Pour essayer d'avoir un meilleur comportement humain et humaniste dans le métro et dans notre réseau d'autobus. Donc, on y travaille et je pense que ce comité-là, ça va vraiment aider dans ce sens. Merci. Merci, M. Sauvé. M. Langevin. Alors que le SPVM a annoncé récemment une nouvelle approche face à l'itinérance, comme vous dites, la STM semble plutôt vouloir donner davantage de pouvoir à ses agents, soit celui de faire des arrestations. La professeure Céline Bello, de l'École de travail social de l'Université de Montréal, craint une double police dans le réseau de la STM. C'est une crainte que nous partageons. Comment la STM et l'administration empêcheront-ils les abus de pouvoir et une hausse de constats d'infraction en raison des nouveaux constables spéciaux? Merci. Merci, M. Langevin. M. Sauvé. Merci encore pour la question tout à fait intéressante. Regarde, c'est exactement ça. L'exercice qu'on fait présentement à l'STM pour revoir la manière dont ça fonctionne, c'est important. Ça va se faire avec la consultation des partenaires. Ils vont avoir un comité de vigie. Ils vont avoir un expert externe qui va pouvoir avoir les yeux sur la meilleure pratique possible à cet égard dans le STM. C'est ça qu'on veut améliorer le service et on ne veut pas profiler personne. On ne veut pas ça à Montréal et dans notre système. Donc, je pense qu'on va être sur la bonne voie. Des rencontres se poursuivent à l'interne de la STM pour trouver ces personnes externes pour mener ce comité-là. Puis, on va avoir des nouvelles bientôt pour la suite de tout ça. Merci beaucoup. Merci, M. Sauvé. La parole à M. Sari. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, en juin dernier, Madame Zineb Benrocht, une Montréalaise de 23 ans, attendait son autobus de la ligne 128. C'est au coin des rues Mouir et Tassé, dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Plutôt que de s'arrêter, la chauffeur de l'autobus a passé tout droit. Madame Benrocht, qui porte le niqab, croit qu'il s'agit d'un geste délibéré et donc discriminatoire. Après avoir retracé la chauffeur en question, Mme Benrocht a été surprise de voir que cette dernière avait publié des messages islamophobes sur les réseaux sociaux. Bien que la Société de transport de Montréal dit avoir ouvert une enquête sur la situation, nous sommes maintenant 2 mois plus tard et aucune action n'a été annoncée pour prévenir que ce genre d'incident ne se produise. Peut-on s'attendre à une réponse rapide de la part de la Société de transport de Montréal? Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup, M. Sari. M. Sauvé. Bonjour, j'ai suivi ça aussi et ça m'inquiète aussi, mais on va faire l'enquête à l'interne était en train d'être faite. Je n'ai pas des dernières nouvelles, très honnêtement. Je vais aller à la recherche pour vous là-dessus, mais on ne veut surtout pas ce genre de manière à exercer notre profession dans la STM, c'est certain. Merci. Merci, M. Sauvé. M. Sari. Merci, M. Sauvé. J'aimerais juste ramener quelques éléments que ce n'est pas un geste isolé. Le pire, c'est que ce n'est pas comme s'il s'agissait d'un incident, comme je viens de dire, isolé. Le 13 mai dernier, Mme Fatima Ahmed, une autre jeune musulmane portant le niqab, a été attaquée en public près du métro Charlevoix. Aussi, d'autres incidents qu'on peut citer cet été, il y en a plusieurs dans le quartier Annecy, dont même Mme la mairesse et l'ensemble des collègues ici ont été contre et bien évidemment ont été se sont soulevés contre ce geste. Ma question pour vous, Mme la mairesse, est-ce que le service de police de la Ville de Montréal s'est penché sur le nombre de crimes et incidents haineux depuis l'adoption du projet de loi 21? Que compte faire la Ville de Montréal pour protéger les victimes de ce genre d'attaques? Merci. Merci, M. Sari. Madame Filato. Merci, Madame la Présidente. Donc, c'est une question importante que soulève M. Sari. Et les crimes haineux au SPVM ont toujours été traités de façon prioritaire. D'ailleurs, on a vu les chiffres qui ont été dévoilés dans le cadre du rapport de 2018. Et depuis mai 2016, il y a une équipe qui est spécifiquement dédiée au traitement des incidents et des crimes haineux. Donc, il y a une division spécifique à la prévention et à la sécurité urbaine du SPVM à ce niveau-là. Par rapport à l'implantation du projet de loi 21 depuis ce moment-là, pas nécessairement, mais on va certainement suivre ça de près. Merci, Mme Filato. La parole à M. Corville. Merci, Madame la Présidente. Le 7 août dernier, la Cour supérieure a autorisé la Ligue des Noirs et M. Alexandre à aller de l'avant avec un recours collectif contre la Ville de Montréal au nom de toute personne racisée,
ayant été victimes de profilage racial par le SPVM. Depuis 1 an et demi, nous sommes intervenus plusieurs fois pour demander des mesures plus vigoureuses de lutte contre le profilage racial. Chaque fois, l'administration nous a répondu qu'elle était satisfaite du travail du SPVM. Cette même administration a refusé de s'engager dans le dossier des caméras portatives pour les policiers du SPVM, qui sont pourtant un moyen reconnu de lutte contre le profilage racial. En fait, Projet Montréal a toujours démontré un manque flagrant de leadership sur les enjeux de diversité. Ma question, est-ce que la mairesse reconnaît la gravité du problème de profilage racial au SPVM et que va-t-elle faire dans les prochaines semaines pour remédier à la situation? Merci, M. Corville. La parole à Mme Filato. Merci, Madame la Présidente. Donc, comme vous le savez, le SPVM a adopté un plan visant à prévenir le profilage social et racial. C'est à la fin de l'année 2018 et il faut se rappeler que c'est la première fois que le SPVM va aussi loin en termes de prévention, en termes de profilage social et racial. Il y a des chercheurs indépendants aussi qui sont mandatés pour accompagner la démarche, pour créer des indicateurs qui vont nous aider à adopter des mesures qui vont aller encore plus loin. Donc, encore une fois, on va continuer à suivre les travaux aussi de la Commission sur la sécurité publique qui va produire un bilan à la fin de la première année. Donc, on va continuer à suivre cette priorité de près. Merci, Mme Filato. M. Corville. Supérieur, il est écrit que la Ville de Montréal ne nie pas l'existence du profilage racial et social, ce qui est une bonne nouvelle, mais aussi qu'elle ne croit pas que l'action collective soit le bon véhicule pour s'y attaquer. Est-ce que la mairesse peut nous dire quel est le bon véhicule qu'elle a mis en place pour changer les pratiques au SPVM? Merci. Merci, M. Corville. Mme Filato. Merci, Madame la Présidente. Donc, étant donné le contexte judiciarisé du recours collectif, on ne peut pas commenter en détail, bien sûr. On est en attente de certains détails par rapport à l'action collective en général, mais je tiens à rappeler l'importance pour notre administration de prévenir le profilage social et racial. C'est la raison pour laquelle on travaille avec des experts indépendants et on va continuer à maintenir cette priorité au sein de notre administration et au sein du SPVM. Merci. Merci, Mme Filato. M. Salem, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Il y a quelques semaines, les habitants de la rue Souligny ont été mis devant un fait accompli, soit la construction du réseau Express Vélo sur leur rue et le retrait de 3 débarcadères pour personnes à mobilité réduite. Personne ne va s'étonner de l'absence de consultation de la population de la part de Projet Montréal. Sauf que les consultations peuvent être utiles, surtout pour prévoir les ajustements et limiter les impacts négatifs. Par exemple, les 3 débarcadères qui ont été supprimés vont occasionner des déplacements plus importants et mettre en péril la sécurité des aînés et des personnes à mobilité réduite. Alors que la Ville, Madame la Présidente, dépense des millions pour l'accessibilité universelle des parcs, des stations de métro, des édifices publics, on se permet de retirer des services aux personnes à mobilité réduite. Est-ce que, pour cette administration, les vélos doivent avoir la priorité sur tout le reste? Merci. M. Salem. Oui, M. Habitué des débats, donc je ne sais pas comment dire quand quelque chose est faux sans le dire que c'est faux. De façon parlementaire. Là, vous allez devoir trouver un autre mot. Oui, c'est ça. Donc, on va rectifier les faits, Madame la Présidente. Donc, eh bien, en termes de consultation, on est très fiers dans l'arrondissement d'avoir développé un plan local de déplacement où est-ce qu'il y a eu plus de 1000 citoyens qui ont participé à son élaboration. Et des interventions sur l'axe Souligny étaient prioritaires pour plusieurs intervenants. Les débarcadères ont été modifiés. On a le même nombre de mètres de débarcadères. On a à proximité de la résidence. Et nous, on leur parle, en fait, à la résidence. Il y a plusieurs stationnements intérieurs. Les résidents sur place utilisent les stationnements sur place. Ils utilisent les stationnements intérieurs. On a une certaine problématique avec le pharmacien qui trouve que le débarcadère est un petit peu plus loin. On parle d'une centaine de mètres approximativement. Donc, on est en train de discuter avec les citoyens. Je rappelle que le programme du rêve sur Souligny
C'est une installation qui est temporaire justement pour qu'on puisse faire des améliorations dans les prochaines années. On est à pied d'œuvre là-dessus, mais on ne peut pas parler de retrait ou de disparition de débarcadères. L'accessibilité universelle est une priorité pour notre administration. Merci, M. Lessard-Blais. M. Salem. Madame la Présidente, je vais citer la présidente du RAPLUC, qui qualifie ce projet de bêtise humaine. Et je cite quelqu'un de l'extérieur. Cela aurait pu être évité avec une consultation et une planification plus étroite avec les partenaires. On lit dans les journaux que des ajustements pourront être faits, et d'ailleurs mon collègue l'a dit, après avoir consulté des résidences de personnes âgées. De notre part, de notre point de vue, des consultations devraient se tenir en amont et non pas en aval de projets d'envergure tels que ceux-ci. Est-ce que l'administration peut s'engager à rétablir les débarcadères sur Souligny et à tenir des consultations sur les autres phases de son projet du rêve? Est-ce qu'il y avait une urgence à aller aussi vite avec ce projet-là? Merci, M. Salem. M. Lessard-Blais. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On est conscient que les propos d'une ancienne candidate de l'équipe de l'opposition peuvent être choquants, sauf que lorsqu'on parle aux gens sur le terrain, les choses vont de bon train. Depuis 2012 qu'on est en réflexion sur l'axe Souligny. Donc, merci beaucoup pour votre collègue, monsieur, pour la question de mon collègue, mais je l'invite à venir faire un petit tour dans l'Est pour étudier nos processus de plans locaux de déplacement et voir comment consulter les gens est au cœur de nos processus. Merci, M. Lessard-Blais. Alors, ceci met fin à la période de questions des membres. Madame la leader. Collègue Francesco Miele, nous allons demander une prolongation de 15 minutes. Parfait. Alors, on poursuit. Monsieur Miele, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame la Présidente, plus d'un an après avoir adjugé un contrat de 30 millions à Rebut Solide Canadien, sans aucune garantie, sans aucun plan de match, nous apprenions récemment que les employés, en plus du centre de tri qui est régi par l'entreprise, s'empoisonnent avec l'air contaminé dû aux moisissures et aux bactéries. Les employés s'empoisonnent et dans le même temps, la Ville de Montréal se dégage de toute responsabilité quant à l'exploitation de son centre de tri. Ça fait pourtant un an que l'administration s'est engagée à obtenir un plan d'affaires visant à assurer la viabilité de Rebut Solide et la modernisation de ces installations vétustes. Un an, Madame la Présidente, et pourtant, nous attendons toujours des réponses et le problème ne fait que s'aggraver dû à d'autres informations qui nous ont été fournies. Ma question est donc la suivante, Madame la Présidente. Considérant le risque de santé qui pèse sur les employés du centre de tri, est-ce que l'administration va enfin faire preuve de leadership dans ce dossier? Va-t-elle obliger à Rebut Solide de garantir la salubrité de ces installations? Et est-ce que ça va nous coûter peut-être un autre 30 millions pour attendre un autre plan d'affaires? Merci, M. Miele. La parole à M. Parenteau. Merci, Mme la Présidente. Alors, M. Miele, je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Le 30 millions ainsi que les questions de santé et sécurité au travail des employés est une priorité, je pense, pour tout employeur au Québec. On a quand même des normes qui sont à respecter et Rebut Solide Canadien, comme toute autre entreprise, doit respecter ces normes. Et la CNESST doit faire appliquer ces règles-là. Pour ce qui est de Rebut Solide Canadien, on sait déjà que c'est des équipements qui datent de quelques années, d'où la raison qu'on va avoir cet automne un nouveau centre de tri à la Chine qui va ouvrir ses portes, qui va grandement améliorer la situation auprès des employés et par la suite, ça nous permettra une modernisation du site. Alors, j'espère répondre à votre question. Merci, M. Parenteau. M. Miele. Il y a un an, même plus d'un an, au Conseil de mai 2018, ce Conseil s'était prononcé quant à l'attribution du contrat à Rebut Solide Canadien. À ce moment-là, nous avions exigé que ce contrat soit modifié afin d'y ajouter l'obligation de déposer d'ici un an. Ça, c'était en mai 2018. Nous sommes en août 2019. Un plan d'action n'a toujours pas été déposé. Nous n'avons toujours pas modifié le contrat afin d'exiger à Rebut Solide des comptes. Et le tout demeure un déni de cette administration qui maintenant nous parle d'un autre projet pour ne pas revenir sur son engagement de mai 2018. Madame la Présidente, à l'époque, on voulait s'assurer de la viabilité économique du modèle d'affaires de l'entreprise ainsi que la modernisation des installations. Où est ce plan d'action demandé
par ce Conseil. Merci. Merci, M. Miele. M. Parenteau. Merci, Mme la Présidente. M. Miele, vous passez de la question de santé et sécurité au travail des employés et la reddition de compte suite au contrat qui a été octroyé à Rebut Solide Canadien. Alors, je vous dirais qu'il y a une reddition qui est faite de façon mensuelle. On a accès aux livres pour s'assurer que les coûts, le différentiel qu'on doit mettre dans les livres pour compenser, en fin de compte, les rendements du tri, qui est fait de façon mensuelle. Alors, on le fait, c'est ouvert. Si vous voulez de l'information de façon précise, je n'ai aucun problème. Mais effectivement, il y a une reddition de compte et l'argent des contribuables a été utilisé à bon escient. Et justement, la semaine dernière, lors de la commission parlementaire sur la gestion des matières résiduelles, on en a fait une question pour Montréal de demander au gouvernement du Québec de s'assurer d'avoir un meilleur standard au niveau des centres de tri à travers le Québec et non pas seulement par question des municipalités de façon individuelle. Merci, M. Parenteau. M. Rapana, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, j'interviens aujourd'hui suite à ma promesse faite lors d'une rencontre des citoyens à Rivière-des-Prairies pour dire à cette Assemblée que les citoyens des Rivières-des-Prairies, on n'a pas eu un été plaisant comme tout le monde à cause de Sanimax. Et je rentre dans le dossier. Sanimax, je pense que c'est un dossier qui s'appuie, excusez-moi l'expression, mais c'est important de faire savoir à l'opinion publique, mais surtout à cette enceinte, qu'il y a un problème qui touche spécifiquement les secteurs des Rivières-des-Prairies, et c'est la présence de l'usine Sanimax. Ça a été épouvantable cet été, des journées, on ne pourrait pas rester dehors, il y avait de l'air vraiment insane. Donc je me demande s'il ne s'agit pas d'une question de santé publique aussi. Et je me demande aussi, malgré les efforts de l'administration, si on pourrait faire quelque chose pour aller de l'avant. Peut-être le temps est arrivé, est venu pour penser à mettre ensemble les différents paliers gouvernementaux pour faire en sorte que Sanimax trouve une solution ailleurs où pourrait exploiter ses activités. J'ai entendu dire que Sanimax exerce un service essentiel. Et je me demande, comme la plupart des citoyens à Rivière-des-Prairies, dans l'Est de Montréal, si ce service essentiel qui sert à tout le monde sur l'île de Montréal, c'est seulement la population des Rivières-des-Prairies qui doit payer pour ça. Donc, merci beaucoup et je demande que l'administration me donne une réponse, pas moi, mais aux citoyens des Rivières-des-Prairies. Merci beaucoup, M. Rapana, pour votre question. Merci, M. Rapana, pour votre question. Pour un dossier qui interpelle de près les citoyens de Rivière-des-Prairies, écoutez, c'est pas compliqué, depuis fin juin, l'entreprise vit une crise sans précédent. Selon eux, la situation actuelle est la pire vue en 80 ans. Mais vous le savez, M. Rapana, on le sait très bien sur le terrain, ce sont depuis plusieurs décennies que cette problématique existe. Et les citoyens, on parle cet été de citoyens qui n'ont pas pu carrément faire des barbecues à l'extérieur, de même certaines fêtes d'enfants qui ont dû avoir lieu à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, tant que la situation était intenable. Donc, je les comprends, les citoyens, maintenant, de s'exprimer pour dire on veut fermer l'entreprise parce que c'est la qualité de vie au quotidien des citoyens qui est directement touchée. Et ce que je veux dire aujourd'hui aux citoyens, M. Rapana, mais aussi aux citoyens de Rivière-des-Prairies, c'est vraiment que la Ville de Montréal, que l'administration municipale vous a entendu. Oui, il y a plus près de 1 million de dollars de constats d'infraction qui ont été, bien sûr, émis. Et il y a déjà plusieurs recours juridiques qui sont en cours. Mais on le sait, malheureusement, parfois, les délais des tribunaux sont beaucoup plus longs que prévu. Donc, c'est pour ça que mon action des dernières semaines a été vraiment axée pour améliorer la qualité de vie des citoyens à très court terme. Donc, on a émis un processus clair pour pouvoir dénoncer toutes les situations. Il y a un inspecteur du service de l'environnement qui va quotidiennement à l'entreprise pour vraiment surveiller l'entreprise. Et moi, de mon côté, j'ai convié la ministre de la Métropole, Chantal Rouleau, et le ministre fédéral, Pablo Rodriguez, à une rencontre à mon bureau la semaine prochaine, afin qu'on puisse trouver des solutions rapides pour qu'on règle la situation une fois pour toutes. La Ville de Montréal, je le tiens à le dire, fait preuve de leadership parce que nos citoyens méritent d'avoir une qualité de vie décente. Merci, Mme Bourgeois. Monsieur Rapana, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. C'est correct. Merci. Parfait. Merci. Madame Rossi, à vous la parole.
Merci, Madame la Présidente. Alors, selon une récente statistique, 30 à 60 de la nourriture produite au Canada est perdue. Une valeur d'environ 31 milliards selon le MAPAC. Une situation clairement inacceptable et plusieurs groupes et entreprises tentent de régler ce problème. Nous saluons d'ailleurs Atlantide Desrochers, une résidente du plateau qui, depuis des années, récupère des articles invendus pour les remettre à des familles ou à des étudiants. Avec Dalila Assefsaf et Fred Morellato, elle a initié un projet de pétition qui demande à la Ville des changements réglementaires pour cesser le gaspillage alimentaire. Le projet de pétition va de l'avant, mais il faut, comme on le sait, 15 000 signatures pour obliger la Ville à tenir une consultation publique. Alors, ma question est, si l'administration publique croit que c'est un sujet important à traiter, pourquoi ne lance pas automatiquement une consultation sur la question? Pourquoi attendre les 15 signatures? Merci, Madame Rossi. Madame Thuillier, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Rossi. C'est justement pour ça que ça existe, le droit d'initiative. C'est de faire en sorte qu'il y ait des gens qui se mobilisent. Et c'est sûr que nous, en ce conseil, je pense que si on se posait la question, on est probablement tous très au fait du gaspillage alimentaire et tous volontaires à poser des actions. Et l'objectif de faire des droits d'initiative, c'est aussi un objectif de sensibilisation de la population dans son ensemble. J'entendais d'ailleurs ce matin à la radio une entrevue sur ce sujet avec une des personnes qui appuie le projet de pétition, Laure Varidel. Et l'objectif du mandat, en fait, un des corollaires qui est en cours en ce moment parce que la Ville de Montréal a accepté le mandat et que les gens ont 90 jours pour signer la pétition, c'est que tout le monde, donc la population, mais aussi les grands acteurs, parce que c'est tout un système, hein, d'ailleurs, à Montréal, on a créé le système alimentaire montréalais, où tous les acteurs se rencontrent pour discuter de ces questions-là, trouver des solutions. Et ça, c'est un des sujets sur lesquels, quand il y aura effectivement, moi je suis convaincue que les gens réussiront à mobiliser les citoyens pour obtenir le nombre de signatures, et après de discuter de ce sujet et de faire en sorte qu'on puisse avoir des recommandations qui très probablement iront bien au-delà du municipal, parce que le provincial, effectivement, est tout à fait interpellé, et peut-être même aussi le fédéral. Alors, c'est l'objectif aussi du mandat d'initiative, c'est un empowerment pour les citoyens, et on souhaite qu'ils puissent prendre la balle au bon, et c'est maintenant à eux de faire un bout de chemin. Merci beaucoup. Madame Thuillier. Madame Rossi, à vous Madame la la parole. Présidente, ce qu'on ne comprend pas, c'est que dans les faits, quand on écoute, dans les faits, avant qu'on ait les 15 000 signatures, elle est acceptée, cette pétition-là. Alors, pourquoi faire perdre du temps à des gens, des bénévoles, pour aller chercher les 15 000 signatures, quand on sait que dans les faits, elle est déjà acceptée, la pétition? Alors, est-ce que l'administration peut s'engager à lancer cette consultation, puis épargner aux bénévoles le temps qu'ils prendront pour aller faire signer ça? Est-ce qu'on peut avoir un engagement que vous allez aller de l'avant et la faire plutôt que d'attendre que les gens fassent ça? Merci, Madame Rossi. Madame Thuillier. Justement pour améliorer le processus que l'administration a lancé la pétition en ligne. Donc, on est au 21e siècle, on peut signer en ligne, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus facile. Et je reviens au fait que ce ne c'est pas qu'une simple pétition, c'est vraiment un mandat d'initiative, et nous donnons une part de responsabilité à la population de mobiliser les citoyens, mais de mobiliser aussi les grands acteurs, parce qu'on va avoir besoin, quand on va discuter de ce sujet-là pour trouver des solutions, on va avoir besoin des grands distributeurs, on va avoir besoin des producteurs, on va avoir besoin de toute la chaîne, et en ce moment, toute la chaîne n'est peut-être pas aussi bien conscientisée, parce que sinon, il n'y en aurait pas de problème. Alors, pour trouver des solutions durables, il faut que tout le monde soit là, et cette période de mobilisation et de sensibilisation est très importante. Merci. Merci, Madame Thuillier. Monsieur Baisse, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Nous apprenions récemment la fermeture subite du terrain du bal au parc Vinet, dans l'arrondissement de Sud-Ouest. On sait que l'histoire se répète avec l'administration, et on a vu l'an dernier avec quelle vitesse l'ex-maire du plateau, Mont-Royal,
et non seulement fermer, mais détruire le terrain nord du parc Jeanne-Mance, malgré les souhaits de cette communauté de garder le terrain ouvert et trouver des solutions. Alors, on ne sait pas pourquoi Projet Montréal et l'administration, dans ce cas, l'administration de Sud-Ouest a pris la décision pour fermer ce terrain, encore, malgré le fait que les joueurs de baseball voulaient continuer. Et on sait très bien que la mairie avait le pouvoir d'étudier si ce n'était pas fait et de construire les filets de sécurité. La question est très, très simple. Pourquoi l'administration, dans ce cas de l'arrondissement, a trouvé que le terrain n'était pas acceptable et ont décidé de fermer le terrain dans ce cas? Merci. Merci, M. Baisse. M. Doré. Merci, Mme la Présidente. On ne joue pas avec la sécurité des gens. À partir du moment où on est mis au fait que de nombreuses balles atterrissent près des gens, atterrissent sur des voitures et atterrissent sur des tables à manger, des tables où les gens mangent, il faut agir. On a regardé, et est-ce qu'on pouvait rapidement, tout de suite, installer des filets? Non. Les clôtures ne le permettent pas. Alors, c'est pour ça qu'on a averti qu'on fermait, mais qu'on allait du même coup aller très vite. C'est pour ça qu'on va modifier nos clôtures, mettre un filet, et le tout va être pris à même les réserves pour imprévus de l'arrondissement du Sud-Ouest. Alors, on a informé donc les associations qu'ils pourraient retrouver rapidement. Alors, il y a un contrat qui rapidement va avoir lieu pour installer des filets sur de nouvelles clôtures, le tout, parce qu'on n'a pas la disponibilité budgétaire, on va le faire à partir du budget de financement, en paiement au comptant, avec des réserves pour imprévus. Merci, M. Doré. M. Baisse. Parfait. Alors, ceci termine la période de questions des membres du Conseil. Je vais donner la parole à M. le leader avec l'ordre du jour. Bonjour, M. le leader. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour. Alors, nous allons adopter l'ordre du jour qui est soumis en 301 avec des modifications de séquence que je vous annonce tout de suite. Immédiatement après l'ordre du jour, nous allons adopter 4202. Et plus tard dans la séquence, pour éviter qu'il y ait deux débats sur le CTMO, je réunirai les items 80-2039 et 80-2048 un peu plus tôt, quand on y arrivera. À 14h30 aussi, j'appellerai les items 1501 et 1502. Et en accord avec la leader de l'opposition, les items 65, 04 et 05 seront traités immédiatement après la période de questions des membres du Conseil demain matin. Merci, Monsieur le leader. Alors, c'est adopté. Alors, Madame la Présidente, comme je viens de l'annoncer, j'appelle l'item 4202, qui est le règlement modifiant le traitement des membres du Conseil. Merci, Monsieur le leader. Monsieur Rotran, à vous la parole. Madame la Présidente, j'ai l'intention de voter en faveur de ce dossier, mais je pense que je dois expliquer pourquoi. Les gens qui sont ici à faire une décision de porter candidat, ils ont les conditions de leur traitement et leurs conditions de travail quand ils étaient candidats. Quand un gouvernement change les règles du jeu en mi-mandat, je pense que c'est légitime pour l'administration de penser de rétablir ce qui a attiré les gens pour se porter candidat pour commencer. En l'an 2000, quand le gouvernement du Québec a légiféré les fusions forcées et a raccourci le mandat de 4 ans à 3 ans, tout le monde qui n'était pas candidat dans l'élection de novembre 2001 ou qui n'était pas réélu a reçu 1 an de traitement, le an qui est raccourci de leur mandat. Donc, la présidente existe. Et je suis à l'aise que l'administration suive l'exemple de quelques autres villes au Québec. Le gouvernement fédéral a décidé de changer les règles de jeu, d'imposer sur l'allocation de dépenses. Avoir dit ça, il y a une grande disparité entre les salaires des membres de ce conseil. Il y a des gens qui gagnent presque 3 fois plus que les autres gens. Au conseil, le niveau de paie est très bas. C'est les nominations qui ajoutent au salaire et au traitement total des élus. Ailleurs, il y a des villes qui ont décidé d'avoir un salaire égal pour l'ensemble des élus, et les salaires pour les élus de Toronto sont beaucoup plus élevés que ceux ici.
C'est-à-dire, si on accepte de siéger sur une commission ou prendre une autre tâche, on n'est pas nécessairement rémunéré de plus. Et je dis ça dans une situation où il y a des collègues ici, à ce côté, qui n'ont pas de nomination du tout et qui gagnent le minimum. Par contre, il y a des conseils d'arrondissement qui ne siègent pas ici, qui ont 3, même 4 nominations et qui gagnent plus des élus qui siègent au conseil municipal et qui ne sont pas ici même de répondre à une question qu'on peut poser concernant leur travail. Pour moi, Madame la Présidente, ça doit être réfléchi. Madame la Présidente, j'annonce d'avance que j'ai l'intention de faire un lobby au gouvernement du Québec de rouvrir le débat sur le modèle de gouvernance de Montréal. Je sais que l'administration a dit à M. Legault, hands off, mais la prochaine élection, c'est 20 ans depuis les fusions forcées. Montréal a un modèle qui est peu connu à sa population, complexe et difficile, avec des différents types d'élus qui ont des différents types de pouvoirs et pas du tout vraiment ajoute nécessairement une valeur. Pour moi, j'ai toujours appuyé un grand conseil pour 2 raisons. Une, j'aimerais voir plus de diversité et deuxièmement, j'aimerais voir plus de démocratie. Je dois dire, je suis peu déçu du manque de diversité, même que ces conseils a plus des élus qui viennent de la diversité montréalaise que dans le passé. Et deuxièmement, malheureusement, avec notre système des partis politiques et lignes de partis, je ne vois pas grande diversité d'opinion non plus. Donc, Madame la Présidente, la question des traitements pour le long terme doit être regardée dans ce changement de gouvernance. Mais par contre, pour le court terme, j'appuie la motion. Merci beaucoup, M. Rotran. Alors, c'est adopté. Monsieur le leader. Madame la Présidente, ça nous mène à l'item 302, qui est l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal du 17 juin. Merci. Monsieur Perry, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'ai une correction à apporter à la page 15 des 134 du procès-verbal. Dans mon intervention, je vais vous lire pour souligner où je vais apporter la correction. C'est que le conseiller Perry se réjouit de cette déclaration suite à l'intervention de Mme Filato, du fait que l'administration reconnaisse l'apport essentiel de la communauté italienne dans l'histoire de Montréal. Le conseiller souligne l'appui exceptionnel de la Casa d'Italia, Maison d'Italie, symbole historique de la présence de la communauté italienne à Montréal et symbole des rencontres et des dialogues avec les sociétés montréalaises, maisons qui se retrouvent dans une situation financière très précaire. Jusqu'à ici, c'est bien. À cet effet, le conseiller propose que l'administration cède à titre gratuit les lots sur lesquels l'édifice à Casa d'Italia est érigé. Ce n'est pas ça que je dis. Les lots étaient déjà cédés par le maire Camille Houd et la Casa d'Italia est déjà la propriétaire du lot. J'ai porté cet exemple comme exemple. J'ai demandé à si la mairesse pouvait contribuer à un don comme le maire Camille Houd a fait dans le passé. Donc, c'était à titre d'exemple. Et voilà. Merci beaucoup, M. Perry. Alors, la correction sera faite au procès-verbal. Et donc, le compte-rendu est adopté. Monsieur le leader. Madame la Présidente, ça nous amène au chapitre 4 et en 401. C'est le dépôt des contrats octroyés par le comité exécutif. C'est déposé. En 402, le dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif. C'est déposé. En 403, c'est le dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires. La parole à M. Perry. Et voilà la fameuse liste des contrats octroyés par les fonctionnaires. Document qui, soit dit en passant, devrait être totalement révisé. N'est-ce pas vous qui vous êtes porté volontaire pour le faire? Alors, un bel élan dont on attend toujours la fin. Mais revenons aux informations contenues dans le document. On a 43 millions octroyés à la fin de ce document. Or, nous avons Logistique Unicor qui a reçu 1,8 million pour un seul contrat de frais de gestion mensuels, service de gestion vestimentaire intégré. Ensuite, les entreprises CMS pour 336 000 $,
JTEC pour 1,2 million de dollars et 8,7 millions de dollars, Transelec pour 4,2 millions de dollars ont tous reçu cet argent pour des additions au réseau municipal des conduites souterraines. En bref, on a 4 entreprises et 5 contrats pour 16,2 milliards, près de 40% de l'argent octroyé par les fonctionnaires en délégation. On aimerait comprendre comment se fait-il que nous laissons une décision déléguée de 1,8 million de dollars se prendre et en quoi ce sont des frais de gestion. On aimerait aussi savoir pourquoi il est possible de déléguer des dépenses de 8,7 millions à la Ville de Montréal. Et par ailleurs, on notera qu'une dépense de près de 80 000 dollars a été effectuée à USLIM pour la conception et l'organisation du 40e anniversaire de Lyon-Montréal. Alors, on aimerait bien savoir comment une soirée peut coûter 80 000 dollars à concevoir et organiser. En bref, 2 millions pour la gestion de vêtements, 1,4 million pour des conduites et des soirées à 80 000 dollars. Merci. Merci beaucoup, M. Perry. M. Ouellet? Merci, Madame la Présidente. Je n'ai pas nécessairement toutes les réponses aujourd'hui. On regardera plus attentivement. Ça concerne différents de mes collègues, les différentes questions que vous avez posées. Mais pour avoir, pendant de très nombreuses années, épluché moi-même toutes les listes des 04-03, souvent, quand il y a les plus gros contrats, et c'est probablement le cas d'ailleurs au niveau des vêtements, c'est qu'en fait, c'est relié au niveau des ententes cadres. C'est pour ça aussi, des fois, qu'on voit Hydro-Québec, c'est des très, très gros montants, Énergir, la même chose. Donc, c'est pas une délégation discrétionnaire qu'on a demandé à un fonctionnaire, mon Dieu, vous pouvez faire un chèque de 1 million. Non, écoutez, c'est soit un fournisseur unique dans bien des cas, ou encore qu'on a des ententes cadres de planifier. Au niveau de l'eau, écoutez, des fois aussi, c'est la même chose. Il y a aussi des travaux urgents qui doivent être faits. Donc, évidemment, c'est pour ça qu'il y a des délégations. Personne ne veut que l'eau coule pendant des jours devant chez nous parce que, écoutez, ça prend une pièce en urgence, on ne l'a pas en inventaire. Puis, non, il faut attendre le prochain conseil municipal. Donc, c'est pour ça qu'il y a des délégations qui existent, mais on réécoutera la web diffusion pour prendre en note l'ensemble de vos questionnements et pour pouvoir vous réécrire d'ici le prochain mois. Merci. Merci beaucoup, M. Ouellet. M. Perry? Merci pour la réponse qui concerne les vêtements, les conduites d'eau. Il nous reste maintenant des soirées à 80 000 dollars. Est-ce qu'on pourrait avoir un éclaircissement? Merci, M. Perry. Alors, je ne sais pas si c'est adopté. Parfait. Alors, M. le leader. Madame la Présidente, au point 404, c'est le dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'inspecteur général, portant sur le rapport de l'inspectrice générale concernant l'agrandissement et le réaménagement de la bibliothèque de Pierrefonds. C'est déposé. En 405, c'est le dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs, portant sur la gestion de la forêt urbaine. Monsieur Miele, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, en effet, sur le 405, on attendait depuis longtemps la réponse du comité exécutif quant à ce rapport de la Commission qui avait été déposé au printemps 2018. Soit le 24 mai avait été déposé, rapport déposé en juin 2018. On est un an plus tard. Et malgré le fait qu'on se réjouisse que le comité exécutif abonde dans le même sens que les recommandations de la Commission, je dois dire qu'un an plus tard, je demeure un peu sur mon appétit quant au niveau d'engagement. À plusieurs réponses aux recommandations, ce sont des mandats donnés à l'administration
sans un volet concret. Je pense entre autres lorsqu'on dit qu'on est d'accord avec le fait que les arrondissements puissent entre autres, adopter on appelle ça je cherche exactement, le plan maître de plantation. Pour que les arrondissements puissent adopter un plan maître de plantation afin d'évaluer et de rendre compte pour chacun de ces territoires, bien, il y a clairement, et la Commission en faisait ses demandes dans les recommandations, il y a des coûts associés à cela. Et là-dessus, la réponse du comité exécutif demeure entièrement muette. Et donc, si 1 an plus tard, nous n'avons pas l'ombre d'un sou qui sera mis à la disposition des 19 arrondissements, malgré qu'on leur demande de l'exécuter, on n'y arrivera pas. Et on va rester dans des souhaits et des vœux pieux, à moins que les arrondissements doivent procéder à leurs propres frais à cette demande-là. Mais d'emblée, de façon unanime, la Commission et tous les membres, indépendamment de leur parti et formation politique, avaient déjà manifesté le souhait d'avoir ce financement. Nous avons aussi, pour les recommandations 1 et 2, la recommandation, telle que je le disais, demande des budgets nécessaires aux arrondissements. On peut prendre l'exemple de tous les investissements pour vouloir augmenter notre canopée aux objectifs du 25 qui sont dans nos plans. Pensons juste aux enjeux que les arrondissements ont, ne serait-ce que pour affronter tout ce qui est élagage. Hein? Et avec les intempéries qu'on a, on sait combien l'élagage des arbres demeure primordial. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de renforcer nos arbres et afin qu'ils résistent à des forts vents. S'ils sont mal élagués, le vent prend dans nos arbres et souvent, c'est la cause de perte. On se souviendra tous de ce que, malheureusement, l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce avait vécu suite à une forte intempérie qui s'était abattue dans le secteur il y a un peu plus d'1 an. Je ne me souviens pas exactement du nombre d'arbres qui avaient été perdus, mais fort important, près d'une centaine, si je ne m'abuse, qui avait été affecté. Je ne sais pas si c'était l'entièreté qui avait été perdue, mais un grand nombre. Alors, Madame la Présidente, je questionne donc, malgré qu'on reçoit bien les objectifs et surtout on accueille favorablement la vision, on regrette le fait que ce soit plus d'1 an qui soit écoulé et qu'1 an plus tard, on n'ait pas une action beaucoup plus concrète qui soit devant nous et dessinée devant nous et surtout, et on demande à l'administration d'arriver avec les sommes nécessaires afin de pouvoir permettre la réalisation des mandats que la Commission suggère d'aller de l'avant. Merci. Merci, M. Ouellet. M. Miele. M. Ouellet, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Oui, bien écoutez, c'est très intéressant ce que M. Miele a dit. Puis, au niveau de la forêt urbaine, ça a toujours été une priorité de Projet Montréal. Et oui, peut-être que ce que vous voyez présentement, vous dites, oh mon Dieu, c'est un peu lent, c'est pas ce qu'on souhaiterait, on aimerait plus de financement. Mais juste vous répliquer par rapport à ça. Premièrement, on n'a jamais investi autant dans la forêt urbaine. On est rendu à 16 millions de dollars. C'est du jamais vu. Mais je tiens aussi à souligner à M. Miele, qui était dans l'ancienne administration, que, je ne sais pas si vous vous rappelez, ma première motion que j'avais faite ici au Conseil, c'est une motion d'urgence. C'était peut-être pas en premier, c'est peut-être déjà un peu plus, mais en tout cas, c'est au premier budget du moins. C'était de consacrer une somme d'urgence pour lutter contre la grille du frein. À l'époque, c'était pas vous le responsable du dossier, mais à l'époque, on s'est fait dire, voyons non, il n'y a pas de problème, tout est sous contrôle, il n'y en a pas de problème, vous divaguez, etc. Oui, en effet. Ça avait été accepté, on avait même eu le débat. On pourrait retrouver le tape si vous voulez. Mais tout ça pour dire qu'à l'époque, pourquoi ça a aussi mal été? Parce qu'on avait
souvent, dans bien des cas, aucun inventaire des arbres. Des fois, on en avait sur rue, mais on n'en avait aucun dans les parcs, puis aucun dans les parcs nature. On n'avait même aucun plan pour protéger en amont les arbres d'un coup que la grille arriverait, alors que ça a décimé énormément de place, notamment les arbres publics qui, même s'ils sont relativement peu nombreux en nombre, comptent pour beaucoup en pourcentage de canopée, vu qu'ils prennent beaucoup plus de place qu'au niveau de la nature. Donc, tout ça pour dire que, est-ce qu'on va assez vite? Non, il faudrait aller encore plus vite. Mais on part de tellement de loin. On part de tellement de loin parce que pendant trop longtemps, cette question-là des arbres sur rue, des milieux naturels, n'ont jamais été la priorité à Montréal, malgré des engagements très nobles, mais peu financés, peu importants au niveau de la canopée. Et je me rappelle même à l'époque, j'avais dit, regardez, là, c'est beau de vouloir augmenter la cible de canopée, mais si on ne protège pas, notamment au niveau des frênes, je veux dire, on diminue. Et c'est triste, mais on en a perdu énormément de canopée à cause des frênes. On n'en a pas tout perdu. Heureusement, on a réussi collectivement à se réveiller. Mais encore récemment, quand je pense, par exemple, aller chez mes parents et je traverse Anjou, je veux dire, c'est des frênes et des frênes et des frênes qui sont tous morts, qui n'ont pas été abattus à temps. Ça veut dire qu'il y a probablement qui ont aussi contaminé l'ensemble du voisinage. C'est une catastrophe collective qu'on a eue. Et c'est malheureux parce que même si on plante aujourd'hui ces mêmes arbres-là, ça prend quand même facilement une décennie, peut-être une génération avant d'avoir une canopée aussi belle. Alors que là, on le voit, on le sait, là, ma collègue Laurence Lavigne-Lalonde, qui est responsable de l'adaptation au changement climatique, s'il y a une chose qui peut aider pour lutter contre les îlots de chaleur en ville, c'est la canopée urbaine. Et je suis encore plus triste. On a tous pu aller faire du porte-à-porte dans le district de Saint-Michel, le district de M. Corville pendant la dernière élection partielle, à quel point c'est complètement inacceptable qu'il y ait un quartier quasiment entier sans aucun arbre, alors qu'il est extrêmement pauvre. En arrondissement, on fait des mesures. Différents arrondissements font des mesures. Est-ce qu'on pourrait en faire plus? Tout à fait. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait des sommes records. Mais c'est triste à dire, mais on part extrêmement loin. Et même si ça fait 2 ans, on a fait énormément. Mais on ne peut pas tout régler. Une absence de volonté politique en la matière depuis des décennies en 2 ans. Merci. Merci beaucoup, M. Ouellet. Alors, c'est déposé. Monsieur le leader.